Figurez-vous qu'en fait, cette crise a été organisée, elle a été voulue. Elle a été littéralement voulue. Ben Bernanke l'a finalement reconnue. In petto, mais il l'a reconnu, vous le verrez dans le livre quand vous allez le recevoir. Ouais. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça a été la plus grande escroquerie. D'abord, les banques américaines se sont volées entre elles, c'est amusant, mais surtout, ils ont volé le monde entier. Ils ont volé 30 trilliards de dollars. 30 trilliards de dollars au monde entier. Bonjour tout le monde, on reçoit aujourd'hui Pierre Jovanovic, écrivain, grand reporter, auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont notamment en 2024 888, l'humour noir du Christ, c'était au Jardin des Livres, aux éditions du Jardin des Livres, et cette année il sort 2008. Mais pour l'instant, on voulait revenir sur cette affaire dont on a entendu parler depuis ce début d'année. Que s'est-il passé? Les chercheurs de vérité sont-ils attaqués? Où en est la liberté d'expression? Pierre Jovanovic, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, on l'a notamment entendu démontrer ces dernières années l'influence des agences de renseignement, dont la CIA, dans plusieurs opérations. Il a aussi recensé de nombreuses morts suspectes de journalistes qui cherchaient à enquêter là où les institutions ne souhaitent pas qu'il y ait d'enquête visiblement, et où la population en demande, notamment suite à ce qu'il s'est passé dans les campagnes de vaccination Covid. Dans le monde du renseignement, il a cette phrase-là: dans le monde du renseignement et de l'espionnage, les coïncidences n'existent pas. Pierre Jovanovic, je voudrais commencer, bonjour et merci d'être avec nous, je voudrais commencer là-dessus. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé, rappelez-nous si vous êtes arrivé avec cette espèce de persécution, est-ce que ça a été une coïncidence? Bah, merci à vous Romain, c'est gentil. Non, c'est pas du tout une coïncidence. C'est Gérard de Villiers qui disait ça tout le temps. Dans le monde du renseignement, de la barbouzerie, il y a zéro coïncidence, ça n'existe pas. Et l'Élysée a commis une erreur absolument colossale en m'envoyant un email via YouTube 2 ou 3 heures avant l'intervention des forces de police, dans lequel YouTube me disait que je n'avais pas le droit de mettre des vidéos d'automutilation. Alors automutilation, c'est des suicides, hein, voilà. Et moi j'ai jamais mis en ligne de telles vidéos, ça va de soi. Puis quand j'ai regardé le lien, figurez-vous que c'était mon reportage à Sienne, il y a 8-10 ans de ça. Hein. Vous le retrouverez, hein, quotidien.com, onglet reportage. Et donc c'était la vidéo que j'avais récupérée de l'assassinat du banquier de la Montepaschi. Et on le voyait qui est jeté par la fenêtre et il tombe au sol. Et puis 2-3 minutes après, on voit sa montre qui est pareil, qui est jetée de la fenêtre et qui tombe à côté du cadavre. Voilà. Qui n'était pas mort d'ailleurs parce qu'il a agonisé pendant à peu près, je sais pas, 15 ou 20 minutes de mémoire. Il faudrait d'ailleurs il faut absolument que je remette cette vidéo en ligne, c'est très important. Voilà, donc et voilà, je reçois ce mail de YouTube. Alors je rappelle que la direction générale de YouTube, hein, elle est cul et chemise avec l'Élysée, hein, avec Monsieur Macron. Ils ont été les premiers, hein, YouTube a été les premiers à censurer tous ceux qui disaient il faut se méfier des vaccins, de cette histoire de Covid, etc. C'est pas moi qui avais apporter la liste de tous les morts, hein. C'est Philippe Aymar dans ses 2 livres, hein, enquête sur enquête sur le Covid-19 et les dossiers dangereux. Hein. Lui, il a dressé de mémoire à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de morts de tous ceux qui se sont opposés ou de spécialistes des virus, et qui se sont opposés surtout à Monsieur Bill Gates, hein, en Afrique. Hein, voilà. Donc c'est pas du tout une coïncidence que YouTube France m'ait envoyé ce mail, parce que ça leur donnait, si vous voulez, un espèce d'emballage. Oui, vous vous rendez compte, d'ailleurs, regardez, il a voulu poster des vidéos de suicide, ce qui est faux, archi faux. Et c'est ça qui les a trahis, en fait. Voilà.
C'est une opération menée par l'Élysée. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Macron et son équipe ont convoqué comment dire, tous les responsables des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Parce que après l'histoire de la gifle et des frères musulmans, bien sûr, c'est de la faute des réseaux sociaux. Hein, mais c'est franchement, et vous, Nexus, vous avez été victime, Dieu seul sait combien de fois, hein, parce que vous avez annoncé tout ça quasiment à l'avance, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de personnes qui ont annoncé cela à l'avance, vous, déjà en 2021, vous aviez donné à l'époque des entretiens sur plusieurs chaînes, dont notamment sur François, où les chaînes avaient été supprimées par YouTube. Est-ce que vous voyez là une corrélation sur cette volonté d'enfermer la liberté d'expression? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment les chercheurs de vérité, les personnes qui sortent des médias traditionnels, quelle est leur liberté d'expression selon vous aujourd'hui? Alors attendez, parce que là il y a plusieurs questions dans une seule, mais je dirais simplement, si vous voulez, que pour vous donner une idée de quand ça a commencé, figurez-vous que ça a commencé de mémoire en 2010 ou 2012. Hein. C'est pas, ils ont commencé en fait par supprimer ma fiche Wikipédia. Hein. Alors que, bon, je veux dire, je suis assez légitime, je pense avoir une fiche Wikipédia, elle était là depuis des années et des années. Eh bien, figurez-vous que le fait de parler des banques, de l'escroquerie monumentale des banques depuis 2008, ça a gêné les Américains. Et les premiers à me censurer, à me mettre, vous savez, dans les logiciels qui surveillent le trafic des grandes multinationales des entreprises, c'était Raytheon. Hein, et Raytheon, bon, tout le monde sait que c'était un bras armé de la CIA, notamment dans l'électronique, mais ils n'ont pas que ça. Hein, ils vendent des logiciels qui contrôlent le trafic des salariés dans les grandes entreprises. Et ils ont été les premiers à me censurer. D'ailleurs, sur jovanovic.com, si vous allez sur la revue de presse, hein, sur quotidien.com, à gauche, vous avez toute la liste des censures dont j'ai fait l'objet. Mais ça, c'était déjà, je vous dis, dès 2011-2012. Hein. Voilà. Et ma fiche Wikipédia a été enlevée un 15 août. Pour vous dire, c'est pour que les gens ne se révoltent pas. Hein, parce que 15 août, bon, tout le monde est en vacances, par définition. Donc, avec la date, les trahit. Vous voyez, c'est la date qu'avait choisi Nixon pour abandonner le Standard Or, hein, et pour passer uniquement en mode planche à billets. Ensuite, Hollande, l'équipe de Hollande, alors je ne suis pas Hollande lui-même, mais c'est l'équipe de Hollande qui a fait sauter ma page Facebook. C'était, alors je me souviens plus, enfin bon, il était au pouvoir, et c'est parce que Hollande expliquait que sa politique contre le chômage fonctionnait très bien, alors que moi je m'amusais à mettre la liste de toutes les entreprises françaises qui licenciaient sur sa page Facebook à lui. Voilà, donc je faisais ça à peu près, j'ai pu faire ça pendant un mois à peu près, puis finalement ils ont pété un plomb, juste avant les élections, donc ils ont supprimé. Ensuite, Monsieur Macron, au moment des élections, ils ont fait sauter toutes mes signatures à Cultura, notamment à Amiens. Donc, vous voyez, de la censure, je connais très 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 bien. Hein, voilà. Et je ne suis pas du tout surpris, si vous voulez, de ce qui m'arrive, parce que le livre 2008 arrive comme je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein, parce que j'explique qu'avec tous les trilliards qui ont été volés en 2008, ils vont demander aux Français, ils vont essayer d'imposer la retraite à 70 ans. Voilà. Et il y a 3-4 jours, donc le sujet est apparu sur la télévision en fanfare, hein, puisque toutes les télés en ont parlé. Donc c'est une préparation mentale. Vous voyez, le Danemark a voté la retraite à 70 ans. Et moi, j'arrive avec le livre 2008. Voilà. Et donc, ça c'était pas bon. Ça, c'était vraiment pas bon pour eux. Voilà. C'est intéressant aujourd'hui. Donc, du coup, selon vous, c'est effectivement, on parle beaucoup des censures de ces dernières années. Vous revenez à 15 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une nouvelle forme de censure ou finalement c'est... ah oui, tout à fait. Là, il y a une privatisation. C'est Youssef Indy qui en a fait les frais, mais je ne suis pas le seul. Youssef Indy en a fait les frais, d'autres en ont fait les frais. On ferme des comptes bancaires. Regardez TV Liberté, ils ont niqué leur compte bancaire du jour au lendemain. Et pareil, on me reproche, oui, vous avez attendu sur... Mais pareil, mais on a tous attendu, que ce soit Dieudonné, que ce soit Soral, on a tous attendu, parce que au début, on se dit quand même, bon, il faut quand même qu'on y voit clair, il faut qu'on règle les trucs avant de pouvoir en parler. C'est extrêmement important. Ils suppriment les comptes bancaires des gens.
Xavier Zalbert, il est bien placé pour en parler. Maintenant, c'est arrivé à TVL. Il faut les emmerder. Il faut emmerder ceux qui donnent une information contraire à ce que veut le réseau Obama qui contrôle toute l'Europe. N'oubliez jamais, toutes ces censures, tout ce qui a été fait contre vous, contre nous, c'est l'équipe de Joe Biden. Mais Joe Biden n'a jamais eu la cervelle disponible. Je veux dire, il avait 5 minutes d'esprit à peu près correctement dans sa tête par jour. En fait, c'est l'équipe Obama qui a piloté les États-Unis et c'est eux qui ont censuré le plus de gens possible avec l'aide de M. Dorsey lorsqu'il était président de Twitter. Et vous savez quoi? Un jour, je sors de chez moi et je tombe nez à nez avec lui. À l'époque, il venait de vendre Twitter à Elon Musk. J'ai appris incidemment qu'il avait acheté un hôtel particulier à Paris, Jack Dorsey. Voilà. Grâce à la censure, grâce à Trump, on a vu toute la censure qui a été faite par la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui envoyait des listes entières, mais si la Maison-Blanche le faisait, l'Élysée le faisait aussi, en Italie le faisait aussi, enfin dans tous les pays, tous les comptes à faire sauter, ou alors à mettre en shadowban. Moi je suis toujours en shadowban sur Google et YouTube, ne vous trompez pas. C'est ça la censure, et c'est le réseau Obama. Et les démocrates, ils ont perdu les États-Unis, je ne le dirai jamais assez, mais ils contrôlent encore l'Europe. Et aujourd'hui, vous voyez Youssef Indy qui est convoqué par une unité antiterroriste. Mais où on va là? Où on va? Et ils essayaient de le faire tomber avec des questions pièges. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Je ne peux pas vous en parler parce que je lui laisse bien entendu le privilège d'être le premier, mais il vous en dira plus, j'imagine, parce que je pense que vous allez le recevoir très prochainement. Et c'est absolument honteux. Et moi, ils essayent de m'interner. Ils font ça dans la nuit de samedi à dimanche, ces bandes de putes. Et je suis même surpris. Alors, il y a des journalistes, des pseudo-journalistes, qui disent oui, c'est un scandale, votre date n'est pas. Mais je t'emmerde. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement jaloux. Ils sont tellement jaloux. Il y avait j'ai vu passer un tweet lorsqu'on l'avait rendu public et disait si t'es journaliste et qu'à 50 ans t'as pas eu ta porte défoncée par le GIGN, t'as raté ta vie. Mon pauvre, voilà, il y a des journalistes comme ça qui sont en train de essayer de gratter, ils sont verts de jalousie, c'est épouvantable. Moi j'ai un autre collègue, alors c'est marrant, il me disait oui mais tu racontes des conneries, le GIGN le GIPN a été dissous en 2018. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, le GIPN a peut-être... Enfin, il a été dissous, certes, mais les hommes, eux, n'ont pas été dissous. Ils ont été mis dans une autre brigade, ils ont changé de nom, ça s'appelle BRI, et ça a été regroupé dans un autre qui s'appelle RID, le RAID, pour faire simple. Mais ces gens-là sont tellement jaloux qu'ils préfèrent focaliser sur le fait qu'on n'a pas communiqué dessus tout de suite, pour dire qu'on a menti. Mais vous voyez où ils en sont? Mais c'est terrifiant. Mais en même temps, je suis pas du tout surpris. C'est mensonge. Là, on ne parle même pas de l'État. Là, ce sont les réseaux sociaux qui font. Oui, mais c'est énorme. C'est des trolls. C'est des trolls ou alors un journaliste qui est en mal de dons. Qui a voulu faire son petit buzz, alors qu'en plus je l'avais informé dès la fin avril. Et d'ailleurs, moi j'ai informé Xavier Azalbert est venu à la maison parce qu'il voulait qu'on en parle. Il y a des militaires qui sont venus à la maison là parce qu'ils sont tellement vous savez quoi, je le dis toujours, si j'avais pas les photos, si on n'avait pas eu les photos du voisin d'en face, on n'avait pas de dossier. Et on nous aurait, alors là, tout le monde nous aurait dit, oui, vous faites une campagne de pub. Alors non, parce que si j'avais vraiment voulu manipuler l'opinion, comme on dit, j'aurais attendu que le livre soit en librairie. Or, il est toujours pas en librairie. Dans les FNAC, il est annoncé au 13 juin.
Voilà. Et Amazon, ils ont mis une date butoir en disant, bon, au moins au 23, on l'aura. Voilà. Mais nous, au Jardin des Livres, on a commencé, puisque j'ai commencé samedi les dédicaces. Ouais, vous voyez, mais j'aurais attendu que le livre soit dans toutes les librairies. Donc ces gens sont jaloux, tout simplement jaloux. Hein. J'ai pas d'autre mot. C'est incroyable. Ils préfèrent insister. Ça les choque pas qu'on essaye d'interner un auteur, un écrivain, un journaliste. Ça les choque pas, ça. Non, ah oui, mais vous nous avez trompé sur la date. Hein. Oh, mon pauvre chéri, il pleure. Voilà, verse tes larmes. C'est incroyable. Et alors, justement, parlez-nous du fond de cette affaire. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, n'allons pas sur ce que disent les trolls. Alors, allons sur que s'est-il passé avec cette histoire de raid. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? C'est quand même quelque chose de dingue. Ils viennent chez votre éditeur, ils viennent chez vous. Que demandent, que cherchent-ils? Et est-ce aussi facile finalement d'obtenir un mandat pour une telle futilité? Alors, futilité, c'est peut-être pas le terme, mais futilité parce que c'est une plaisanterie qui a quand même coûté au moins 120 000 euros à nous, hein, citoyens. Hein, parce que vous avez des cas où le GIGN ou peu importe quoi, enfin allez, on va l'appeler GIGN, n'intervient pas. Donc pourquoi le GIGN est venu? Pourquoi il y avait un représentant du préfet? Pourquoi il y avait le commissaire de police de l'arrondissement? Pourquoi il y avait un camion de pompiers? Pourquoi il y avait la BAC qui était là, hein, la brigade d'intervention? Donc ça fait quand même beaucoup de monde pour un journaliste qui n'est même pas armé. Quand je disais futilité, je parlais des raisons officielles qu'ils utilisaient, puisqu'ils ne vont même pas sur les... Non, mais là, en effet, leur raison, c'était que... Alors, au début, on n'avait pas compris. Hein. Nous, on était complètement choqués, parce que je veux quand même vous rappeler que mon éditrice, Marie-Hélène, elle s'est carrément évanouie quand elle a appris ça, parce qu'on lui avait dit que j'avais essayé de me suicider. Je ne sais pas si vous réalisez. Marie... notre attachée de presse que vous connaissez, mais elle en tremblait, elle en a tremblé pendant 2 jours. Je veux dire, le choc psychologique, il était absolument phénoménal. Enfin, voilà. Et en fait, ils ont utilisé en disant que j'allais me suicider et que j'étais armé, bien sûr, que j'étais... alors que j'étais même pas chez moi, j'étais même pas au Jardin des Livres. C'est ça qui est dingue. Les mecs, ils sont arrivés, ça c'est les voisins qui me l'ont raconté. Le GIGN, ou RAID, ils avaient allumé leur laser dans la rue de Naples. Et ils étaient, je sais pas, une dizaine. Et quand ils marchaient, si vous voulez, les lasers, ça bougeait dans la rue de Naples. C'était comme, on a l'impression que c'était Star Wars, vous voyez. Et donc, ils ont défoncé la porte de la maison d'édition. On n'a jamais très bien compris à quelle heure c'était, parce que certains voisins vous disent telle heure, l'autre telle heure, peu importe. Bon, on sait que c'était la nuit. Et ensuite, comme ils n'ont rien trouvé, parce qu'ils manifestement ils cherchaient les livres, parce que ce livre il est annoncé depuis le mois de décembre 2024 quand même. Hein, donc c'est pas, il n'y a rien de nouveau hein, là-dessus. Et ensuite, comme ils ont rien trouvé, ou comme ils m'ont pas trouvé, ils sont venus à mon domicile. Je sais pas si vous réalisez. Et pareil, ils ont enfoncé la porte. Hein, voilà. Je raconte ça à des copains journalistes, ils me disent mais c'est lunaire. Ils sont tellement... non, en fait, ils ne veulent pas admettre que la 5e République d'Emmanuel Macron est tombée si bas pour vouloir interner, arrêter des auteurs, des journalistes. C'est un truc qui peut vous arriver, vous, hein, Nexus. Hein. Voilà. Ça aurait pu vous arriver pendant l'histoire du Covid, tout ça, je vous rappelle. Oh, regardez ce qui est arrivé à Soral. Il a fait un truc. Il avait fait une vidéo. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'avais fait sur la revue de presse. Je dis parce que je connais Bill Gates. Je connais ces histoires de surpopulation. Il y a trop de gueux pour lui. Il y a trop de pauvres. Il y a trop de va-nu-pieds. Donc, il faut les éliminer. Et quand j'ai vu qu'il était là-dedans, dès le mois d'avril ou mai, enfin, vous retrouverez tout ça sur quotidien.com. J'avais fait un grand papier en disant c'est une grosse arnaque. Et Soral, par exemple, à sa façon, il avait fait un truc, il avait fait quasiment 1 million de vues sur YouTube, ils lui ont niqué sa chaîne.
immédiatement. Félicitations YouTube France, vous êtes vraiment des collabos, hein, comme les collabos français dans les années 40, 45. Hein, voilà. C'est tous ceux qui Azalbert a vu sa chaîne, ils lui ont enlevé, François, ils lui ont enlevé sa commission paritaire de mémoire. Enfin, tout a été fait pour empêcher ceux qui dénoncent le crime du Covid, ou les banques, c'est mon cas, eh bien, il faut les faire taire. Sauf que maintenant, les effets secondaires sont tellement nombreux, il y a des millions de gens, dans mon entourage, j'en ai au moins 5 ou 6. Je ne sais pas si vous réalisez. Bref, donc il faut faire taire toutes ces voix. Et vous en faites partie chez Nexus. Désolé pour vous. Et il y avait eu aussi, on peut compter Etienne Chouard qui a encore été arrêté. Bien sûr. Il y avait Etienne Chouard. Évidemment, ils l'ont piégé. Félicitons le journaliste qui l'a piégé. Vous vous rendez compte de ça? Hors sujet, totalement hors sujet. Et alors, vous, les chambres à gaz, vous en pensez quoi? Enfin, de mémoire. Hein. Et ce pauvre Étienne que moi, on a fait une revue de presse ensemble, figurez-vous. On a dépassé les 600 000 vues. Vous savez ce qu'a fait YouTube? Il l'a enlevé. Niqué, du jour au lendemain. Hein, voilà. Et donc, ce pauvre Étienne Chouard, il est complètement perdu, enfin il était même pas dans le sujet, puis il est gentil comme tout, c'est un homme absolument adorable. Je dis mais quel rapport? Il dit mais quel rapport avec le sujet dont on parle? Mais il s'est fait piéger, il n'a pas eu le réflexe, si vous voulez, de renvoyer, parce que moi ce que j'aurais fait à sa place, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, franchement je me casse. Fuck you. Dans ces cas-là il n'y a que ça à faire. Non, ouais, non, mais est-ce que vous réalisez qu'ils l'ont piégé? Tout à fait. Pour le décrédibiliser, hein, parce que c'est quand même, ils le considéraient comme l'architecte, entre guillemets, des Gilets jaunes. Hein, voilà. Entièrement. Alors, pour revenir à ce qui vous est arrivé avec le raid, vous décrivez donc une grande violence, vous décrivez une action de la police à la fois chez votre éditeur, chez vous-même. Vous dites que ça va être traumatisant pour vos équipes ou en tout cas votre entourage professionnel. Attends, vous savez combien de temps j'ai mis parce qu'au début, en fait, vous savez, au début, vous dites, mais c'était quoi le truc? Ah ouais, mais en fait, ils sont venus pour me sauver. Bêtement, je me suis dit ça. Oui. Et c'était surtout pour rassurer mon éditrice qui était complètement la pauvre, elle a cru que j'avais mis fin à ma vie. Enfin, vous réalisez les trucs qu'ils ont racontés. Enfin, c'est horrible. Bref. Et donc, en fait, c'est grâce à mes lecteurs, gendarmes et policiers, et maintenant depuis tout ce temps des médecins et d'autres policiers, etc., qui m'ont expliqué que pour interner quelqu'un de force, il faut ça et ça. Voilà, au niveau administratif, vous pouvez pas... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de demande de la famille, je ne suis pas un danger pour mes voisins, et ainsi de suite. Donc, il faut le préfet, ou un représentant du préfet. Voilà, et c'était là. Est-ce qu'on vous sent à la fois toujours combatif? Est-ce que vous pensez que peut-être l'État, là c'est de la spéculation, mais est-ce que l'État peut faire ça pour décourager certaines personnes, certains penseurs, certains chercheurs de vérité, d'essayer d'agir demain? Dans quel état êtes-vous et quel est votre regard aujourd'hui sur comment doivent se comporter des chercheurs de vérité, finalement, dans un climat qui se montre hostile alors que vous essayez de faire un travail intellectuel? Alors, vous savez, moi, le terme chercheur de vérité... c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, je me suis journaliste depuis 40 ans. Voilà. Mais en revanche, effectivement, il y a des gens comme Monsieur Trotta et d'autres, mais ils se sont fait massacrer, littéralement, censurer leur compte en banque, garde à vue, et que sais-je encore. Enfin, c'est complètement dingue. La Macronie est devenue folle. La Macronie est devenue folle. C'était dans le journal Le Monde. Il parlait de la cage aux folles à l'Élysée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a de quoi, effectivement, moi je suis très remonté maintenant. Je suis véritablement remonté contre l'Élysée. Et vous savez quoi? Cette opération au sein du RAID et de la police nationale, ça fait un boom énorme. Parce que
eux-mêmes se sont rendus compte que la Macronie a utilisé des forces qui autrement sont réservées à des véritables opérations de terroristes ou à des gens qui menacent de tuer d'autres personnes, etc., pour interner, aller choper un journaliste. Mais vous réalisez, c'est complètement dingue. Je vous rappelle que Victor Hugo, il a été obligé d'aller se planquer d'abord à Bruxelles, ensuite à Guernesey, parce que Napoléon III voulait sa peau. Il voulait le jeter dans un cachot. Non mais, c'est une première dans la Ve République. Moi j'ai d'autres journalistes qui me disent que c'est une véritable affaire d'État. Et ensuite, j'ai vu les premiers trolls, ils avaient essayé de mettre ça sur le dos de Retailleau, du ministre de l'Intérieur. Manque de bol, Retailleau, là pour le coup, il y est pour rien, parce que justement, l'Élysée a court-circuité, je le redirai jamais assez, la chaîne de commandement, parce que dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y a que il y a 2-3 stagiaires de l'ENA, et c'est tout. Et donc ils ont dit, ah non, vite, c'est un ami du président de la République, c'est ce qui leur a été dit. Vous vous rendez compte? Moi, un ami de Macron. 6 mois avant sa première élection, j'avais dit à Planète 360, à Michael, que je salue ici, il faudrait qu'il remette cette vidéo d'ailleurs, je lui avais dit à face caméra, si Macron est élu, il va détruire la France. Et là, on est en pleine destruction. Voilà. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas. Il va faire des efforts. Il a encore 2 ans pour finir son mandat et sa destruction. Quand vous parlez, vous avez répété plusieurs fois, et vous en avez parlé sur d'autres médias, effectivement, de ce risque de se faire enfermer à Sainte-Anne. Même pas un risque, vous dites que l'Élysée ou l'État a cette volonté d'enfermer les journalistes, comme vous dites en tout cas, à se faire, moi je préfère le terme de chercheur de vérité que celui qui est souvent mis comme étiquette de complotiste, c'est un autre débat, mais ce débat-là de se faire... Complotiste, oui, non mais moi j'ai jamais comploté contre qui que ce soit. Et on est d'accord. Les informations que je donne sont toutes vérifiables. Exactement, et vous avez toujours les sources. Je me permets de finir. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette chose dont parle aussi Idriss Aberkane, de cette volonté aujourd'hui de faire passer pour fous les journalistes qui font leur travail, qui montrent les sources? Qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir faire enfermer des personnes à Sainte-Anne? Dites-nous en plus. Parce que quand vous avez rien contre eux, véritablement, regarde, je prends un contre-exemple qui est très bon, Soral. D'accord? Soral, ils l'ont arrêté et mis en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État. J'ai pas le souvenir que Soral ait fait des déclarations en disant demain rendez-vous tous place de l'Étoile ou devant les Invalides ou à côté de l'Élysée et on va prendre l'Élysée. J'ai pas le souvenir qu'il ait dit ça. Il a jamais rien dit de tel. Mais ils sont allés le cueillir direct, boum, en garde à vue. Et je peux vous dire qu'il a un très bon ange gardien, parce qu'il serait tombé sur une juge qui était pro-Moretti, il aurait été jeté en prison. Il est tombé sur une juge qui estimait que là, Moretti dépassait totalement ses prérogatives et que la loi était bafouée. Donc c'est ce qui lui a permis de sortir après sa garde à vue. Quand vous avez rien... on enferme les gens, vous savez, c'est la méthode soviétique. Hein. C'est une méthode soviétique extrêmement simple. Hein. Ils faisaient ça en Hongrie, quand quand les soviétiques étaient là, et en Bulgarie, n'en parlons pas, en Roumanie. Vous savez, moi j'étais à Budapest, j'ai visité... le quartier général de la police secrète soviétique à l'époque, où vous pouvez le visiter à Budapest, hein, c'est ouvert au public justement pour que tout le monde, que personne n'oublie justement quel a été ce régime politique des soviets. Eh bien, il allait chercher même sans raison. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez une privatisation des forces de l'État pour sauver ce qui peut être sauvé à l'Élysée. En revanche, depuis la baffe dans l'avion, je peux vous dire que la crédibilité de M. Macron et de sa Brigitte, c'est mort dans le monde entier. Voilà.
Vous avez une vidéo qui tourne avec les joueurs de football qui étaient en train de mater Brigitte Macron pour voir s'il avait une caquette ou pas. Et ça a fait quasi plus de 500 000 vues sur TikTok ou je sais plus où. On en est là aujourd'hui. L'Élysée est ridiculisé, bafoué. Vous vous rendez compte où en est la France aujourd'hui? Et pendant ce temps-là, M. Macron, effectivement, il fait sa petite vengeance, hein, parce que, n'oubliez pas, moi je traite la banque, et Macron est banquier, je suis sur son terrain. Hein, voilà. Donc, quand vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, parce que moi je me suis bien gardé, figurez-vous, d'ouvrir les commentaires dans la revue de presse, parce que c'est tellement facile, vous demandez à un mec... tiens, tu vas lui mettre un commentaire antisémite, et puis le lendemain, ça y est, vous êtes convoqué, vous avez un site qui tient des propos antisémites, vous tombez sur la coup de loi, machin, etc., etc. Voilà, c'est arrivé à plein de gens. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, effectivement... Non, mais juste, je précise une chose. Le bouche à oreille... ça a toujours été extrêmement puissant, y compris si vous remontez à Rome, à l'époque, les gens écrivaient sur les murs, c'était des graffitis, hein. C'est très important de comprendre ça. Et le bouche à oreille a toujours fonctionné, et le bouche à oreille a toujours été extrêmement rapide, hein. Voilà. Et je salue, je vous assure, moi j'ai une pensée pour tous les résistants pendant la guerre, parce qu'ils mettaient leur vie en danger. Et moi, ma vie, je veux dire, elle aurait pu être flinguée, parce que j'aurais fini à Sainte-Anne, là, tout aurait pu se passer. Hein, neuroleptique, machin, calmant, ça aurait pu durer. Et puis pour sortir quelqu'un de Sainte-Anne, il faut se lever de bonne heure, je vous le dis. Ah, voilà. D'ailleurs, je rappelle l'idée très intéressante. Et je n'aurais pas pu, justement, lancer le livre 2008. Voilà. Tout à fait. Et mais oui, on l'oublie trop facilement. Hein, on rappelle l'idée de notre journaliste Morad, qui est justement concerné par les mêmes problématiques que vous en tant que journaliste qui fait son travail, lui a proposé que tous les journalistes fassent aujourd'hui, surtout les journalistes un petit peu qui creusent parfois trop profond pour l'État, a proposé justement qu'on aille faire des attestations de bien-être psychologique, ou pas de bien-être, mais de bonne santé mentale pour justement éviter d'être interné à Sainte-Anne. C'est une très bonne... C'est Morad. Oui, enfin, vous croyez vraiment que ça va les empêcher? Ça me rappelle, excusez-moi, mais ça me rappelle les auto-attestations qu'on se faisait pour sortir, pour faire des courses. Hein, alors bon, son idée, bon, excusez-moi, mais... Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, non, ça vaut rien. Pour le coup. C'est un autre sujet. Merci en tout cas, Pierre Jovanovic, d'avoir pris le temps. Je vais finir avec une dernière question. Oui, dites-moi. Ça ouvre sur un grand plan et on va refaire un entretien pour prendre plus le temps sur ce livre 2008. Et justement, je partage avec vous cette passion pour ce qui s'est passé sur la finance à cette période-là. Mais justement, vous, selon vous, là, si vous pouviez en quelques minutes, peut-être en 5 minutes, résumer à quelqu'un qui n'a pas l'habitude justement de comprendre en quoi aujourd'hui il y a des failles politiques en tout genre, puisque les partis politiques changent, mais la politique ne change pas, et les ultra-riches deviennent toujours plus riches, et la population travailleuse devient toujours de plus en plus précaire et modeste. Quel est aujourd'hui... Ah bah ça, alors, attends, je fais une parenthèse. Ça c'est dans mon livre 2008, justement. J'en fais l'ouverture. J'ai pris quelque chose que tout le monde connaît. Le timbre de base postale. Et j'ai pris le prix du timbre français, donc de 2001. Et donc, j'ai calculé l'inflation jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, j'ai reporté la même inflation sur le SMIC, le salaire minimum obligatoire. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, si le SMIC avait suivi la même hausse que le timbre de base de la Poste, le SMIC devrait être à, grosso, je vous dis de sa tête, 5400 brut. 5400 € brut. Est-ce que vous imaginez les trilliards qui ont été volés aux salariés depuis 2001? Alors, et je réponds à votre question précédente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui,
les Américains ont pris le contrôle de Bruxelles. Alors, de temps en temps, il y a des chamailleries, se taxent, machin, etc., suivant les administrations. Mais dans l'absolu, c'est les Américains qui contrôlent la totalité de Bruxelles, et leur position est extrêmement simple. Ils doivent tout prendre en Europe, et surtout pour compenser ce qui a été fait en 2008. Et dans le livre 2008, je vous donne une autre preuve. En 2008, grosso modo, le PIB par habitant, voilà, le PIB, je vous dis ça de tête, on va dire 45 000 pour chaque Français, et 47 000 ou 48 000 pour chaque Américain. Vous me suivez? Voilà, ça c'était en 2008. Eh bien, aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est les chiffres de 2024, de mémoire, nous, on n'a pas bougé, c'est-à-dire que ça a stagné. Donc 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2024, c'est complètement dingue. Et en revanche, les Américains, ils ont pompé toutes les richesses, tout ce que les smicards n'ont pas touché, tout est parti aux États-Unis, puisque le PIB américain moyen est de 80 000 maintenant. Vous me suivez? Non mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin bon, ça n'a pas l'air de vous... moi je suis... Non, mais moi ça me révolte. Moi ça me révolte. Parce que mon prof d'éco me disait toujours ça. Il nous disait toute réalité se traduit par des chiffres. Voilà. Et donc le PIB, qui était PIB américain français, qui était grosso modo le même en 2008, eh ben, aujourd'hui, notre PIB par habitant, il n'a pas bougé, et celui des Américains a doublé. Voilà. Et donc, toute cette richesse, tous vos salaires, c'est parti aux États-Unis. Parce que les démocrates, enfin les Américains en général et surtout les démocrates, contrôlent la totalité de la presse européenne. Et ça, je l'ai vu lorsque j'ai couvert les élections à Rome, en Italie, il y a 5-6 ans. La presse, la totalité de la presse quotidienne italienne n'a même pas osé titrer, mettre à la une la gifle à Bruxelles, parce que 70% des Italiens ont voté contre Bruxelles. Vous réalisez ça? Pas un journal italien n'a osé mettre ça à la une. Et c'est la même chose aujourd'hui avec le Figaro, c'est la même chose avec le Parisien, et ainsi de suite. Voilà, on n'a plus grands journaux, et en plus ces journaux, je vous signale, sont largement payés par l'État, donc par notre argent, par définition. Ce qui est un pur scandale, voilà. Et ça devrait être la base. Non, je me permets, moi je ne voulais pas rebondir sur ce que c'était passionnant, mais justement, je suis des fois connu pour trop couper la parole, et là je préférais boire et entendre votre avis là-dessus, puisque je pense qu'il faut pouvoir résumer cette situation le plus efficacement possible, justement, pour que la population puisse s'en emparer. Et moi, ça me plaît que vous parliez de ça, puisque trop de gens oublient le scandale que ça pouvait être 2008 à l'époque, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Non mais attends, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est qu'en écrivant ce livre... si vous voulez, alors que moi j'avais commencé la revue de presse en février 2008, donc j'étais vraiment dedans. Mais j'étais dedans, si vous voulez, dans la course, exactement comme, vous savez, quand vous voyez le Tour de France et que vous avez 300 mecs en vélo et que, voilà, j'étais la tête sur le guidon en train d'amasser toutes les infos et de commenter cette crise bancaire absolument phénoménale. Sauf que là, pour le livre 2008, je suis revenu en arrière. Et là, avec toutes les confidences qui ont été faites depuis, notamment par Ben Bernanke, donc le gouverneur de la Fed, par Tim Geithner, le gouverneur de la Fed de New York, par d'autres, notamment je pense aux gens de Goldman Sachs, etc. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, cette crise a été organisée, elle a été voulue. Elle a été littéralement voulue. Ben Bernanke l'a finalement reconnu. In petto, mais il l'a reconnu. Vous le verrez dans le livre quand vous allez le recevoir. Ouais. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça a été la plus grande escroquerie. D'abord, les banques américaines se sont volées entre elles. C'est amusant. Mais surtout, ils ont volé le monde entier. Ils ont volé 30 trilliards de dollars. 30 trilliards de dollars au monde entier. Et ça, je ne le savais pas. Merci Pierre Jovanovic d'avoir pris le temps dans cet entretien. Ce sera un plaisir justement de poursuivre et de faire tout un entretien complet sur ce sujet
sur ce livre. Moi, j'ai des journalistes là qui sont en train de le lire et ils me disaient, mais je savais pas tout ça. Oui, mais moi non plus, parce que justement, je suis revenu en arrière. Et c'est là où j'ai découvert je veux pas dire le poteau rose, hein, mais le pot avec plein de dollars dedans, hein, pour le coup. Et je suis tombé des nues. Et c'est ça qui les emmerde. Je vous dis, j'arrive avec ce livre au moment où ils vont essayer de nous refourguer la retraite à 70 ans. Alors, ils vont pas faire 70 ans tout de suite, ils vont le mettre à 66, puis 68, puis 69 et 70 ans. Parce que tout a disparu en 2008. Sarkozy a volé 300 milliards. C'est pas moi qui le dis, c'était dans le Canard enchaîné en 2009. Voilà. C'est passé comme une lettre à la poste d'ailleurs, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Les seuls qui ont hurlé au scandale, c'était les gestionnaires justement des fonds de retraite. Quelques syndicalistes, mais on leur a dit de la fermer vite et bien. Merci Pierre Jovanovic, on vous invite Merci à vous Romain. Merci. 2008, c'est au Jardin des Livres et le dernier Nexus est en kiosque. Pardon, vous vouliez dire? Oui, non, parce que c'est très important pour je veux dire, on peut plus laisser les gouvernements comme ça, qui changent, continuer à voler les salariés, à voler les pauvres. C'est pas possible. Tout ça, je veux dire, il n'y a jamais eu... Vous savez que le nombre de milliardaires a été multiplié par 3 ou 4 en l'espace de 10 ans? C'est dingue. Et c'est pas un hasard non plus. Merci Pierre Jovanovic, j'ai repris le temps. Le dernier Nexus est en kiosque et vous pouvez le commander sur nexus.fr comme toujours et n'hésitez pas à... moi je le prends en kiosque, hein. Je le prends toujours en kiosque. Ah, c'est parfait. Merci de votre confiance Pierre. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir Romain, merci à vous.